Ici c'est donc une 2014, une Super Duke 1290 de 2014 que j'ai acheté il y a donc 3 ans, qui avait déjà 60 000 à l'époque. Et là je viens de passer en venant les 130 000. Donc je précise, le moteur est toujours d'origine, l'embrayage, comment dire, j'ai rien remplacé, aucune pièce qui sont d'usure, enfin hors pièces d'usure, mais au niveau moteur, on me dit rien du tout. Sinon, comment dire, oui, c'est une moto que j'ai pas achetée pour la base de road trip, mais elle est confortable. Enfin, elle est, comment dire, je dirais pas que c'est la GS, mais c'est presque. On peut faire tout. Et donc voilà. Et la remorque, c'était pour pouvoir voyager, mais sans. J'aime pas trop le truc, les valises, top case et tout autour. C'était pas, peut-être esthétique aussi, hein. Et dans le but de pouvoir décrocher facilement la remorque et avoir une moto qui est, je veux dire, d'origine dans l'école ou ce genre de choses. Et, et au final, ça s'avère qu'il y a moyen de rouler comme très sportif avec. J'avais une MT-09 avant, qui, tout le monde le sait, à part le moteur, il n'y a pas grand chose de bon. Et c'est une bonne machine à wheeling, mais à part ça, voilà, ça s'arrête là. Je me suis fait quand même quelques frayeurs avec, parce que la suspension c'est vraiment une catastrophe, même modifiée c'est pas encore ça. Et j'ai eu l'occasion de la revendre à un prix correct, juste à la sortie du Covid où tout le monde voulait une moto. Et j'ai vu celle-là qui était à peine un peu plus de 1 000 € plus chère, vu qu'elle avait 60 000, enfin chez nous en Belgique 60 000 c'est considéré comme épave presque. Et bien équipé avec il y a un amortisseur Rollins, des cartouches Adriani dedans, donc c'est ce qui est comme déjà une option assez conséquente. Elle était à 7 000 et quelques euros, donc il y a 3 ans. Donc quand j'ai vu ça, je me dis bon, c'est un peu sur un coup de tête. Bon, la maison attendra 2-3 ans et je l'ai acheté et franchement je regrette vraiment pas. Je pensais pas pouvoir avoir une moto si polyvalente et aussi utilisable, aussi bien au quotidien qu'à usage, je veux dire, un peu plus sportif, quoi. J'ai rajouté les protège-mains, des petits trucs comme ça pratiques, les supports téléphone. Comme la plupart des choses, ils viennent de Chine. C'est des trucs pratiques comme les sacoches ou quoi, pour avoir les pièces de rechange, le cadenas. Donc je disais, ici donc la pompe essence de rechange, le compresseur, les crash bars aussi, parce que bon, c'est con, mais ça évite, pour faire une bête chute pas très rapide, ça m'a quand même bien sauvé la moto. Sinon, niveau comment dire, pièces, niveau fiabilité, ce que j'ai fait, c'est le radiateur qui s'arrache au niveau de fixation supérieure, qui est très connu. Dans les concessions KTM, il dit que c'est pas vrai, mais on peut aller sur les groupes toutes les semaines, il y en a un qui se dit ah j'ai une fuite, donc qui se repère vite parce qu'on sent le pied qui glisse sur le sélecteur. Donc moi je l'ai préféré le réparer parce que le remplacer c'est risquer d'avoir de nouveau le problème. Donc j'ai renforcé avec des lanières métalliques autour. À la 3e réparation, quand je me suis dit je vais le faire correctement. Donc oui, le radiateur c'est 500 € nouveau aussi, il faut le savoir. Donc là la réparation m'a coûté 10 €, avec la pâte de composants, là, le tube qu'on malaxe. Là. Et je l'ai fait une fois sur la route en prenant une pierre en croisant un camion et je l'ai fait sur le bord de la route et ça tient toujours. Je ne l'ai pas dû réparer. Donc juste ça, j'ai eu chose. Les tendeurs de distribution hydrauliques, comme sur toutes les motos, il y a un moment à froid, le système anti-retour ne fonctionne plus, donc il claque et ça peut aller jusqu'à la distribution saute. Et c'est par hasard sur Facebook que j'ai eu un post, quelqu'un qui parlait par rapport à ça, et j'ai remarqué que la mienne claquait au démarrage. Et que ce que j'ai fait, j'ai juste rajouté des rondelles derrière pour qu'il soit à une tension minimum, plus de problème. Parce qu'après c'est l'hydraulique qui compense. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai dû changer le porte-couronne ici. Comment dire, où se mettent les amortisseurs de couple, qui en fait c'est pas les amortisseurs qui ont fait le travail, c'est l'horlogement qui s'est ovalisé dans la pièce d'origine. Et là pareil j'ai remis une pièce chinoise, ça fait 30 000 km, ça bouge pas. Mais sinon, oui, aucun niveau fiabilité, non. Oui, le petit truc de l'ABS là avec j'ai nettoyé, donc j'ai démonté le moteur, nettoyé, remis et ça fonctionne. Donc, sinon il y a comme ça de tête, non, rien d'autre, juste des vidanges. Il y a beaucoup de qualités, certains les prendraient comme des défauts aussi.
c'est le côté, ouais, c'est comme reste joueur, malgré que tout le monde la voyait comme la bête, comme la moto brutale et tout. Et en même temps, elle est très douce et en même temps brutale. Je veux dire, à bas régime, elle est très douce. Et je crois la seule moto que, par exemple, dans un rond-point ou à une épingle, on ose remettre la première. N'importe quelle moto, si on met la première, on a une moto très saccadée. Ici, la gestion des gaz est très bien faite. Elle est très souple et très douce à bas régime. Et plus on met de la charge, et plus ça devient nerveux. Donc la gestion des gaz, franchement, comparée à la MT-09 par exemple, est beaucoup plus mieux faite. C'est vraiment beaucoup mieux. Elle est comme confortable avec la Power Parts, parce que celle d'origine, effectivement, c'est très moyen, le confort. J'ai déjà fait 1100 km sur une journée avec, sur je crois 18 heures de moto. Donc le confort, il est bien, ça reste très maniable, malgré comme ça fait quand même 190 kg à vide. Le freinage qui est très bon d'origine. Les suspensions, ici en plus, je n'ai jamais essayé avec les suspensions d'origine, mais je pense que c'est déjà très bon par rapport à d'autres marques, je veux dire, qui d'origine, c'est un peu moins efficace. Enfin, c'est plus sportif, quoi. Donc oui, on peut faire un peu tout. Et les inconvénients, ça reste un gros bicylindre, donc à bas régime, ça cogne. C'est en 5 et 6e, en dessous de 2500 tours, il ne faut pas espérer. On entend la chaîne qui claque. Le moteur peut le faire, hein, si on ouvre, elle part, mais c'est vraiment très désagréable. Donc, comme tous les bicylindres, donc c'est un peu plutôt typé au type de moteur, quoi. Mais sinon, oui, bon, je ne vois pas vraiment d'autres défauts. Principalement, moi, c'est ça. J'aurais un moteur un peu plus lourd, avec un peu plus d'inertie. Quand on roule plus balade, surtout avec la remorque aussi, sur les longs trajets, ce serait un peu plus agréable. Et donc un peu les vibrations aussi, peut-être à bas régime. Mais sinon, oui, j'en vois pas vraiment d'autres défauts. La première chose avec une KTM, c'est pas l'acheter trop récente, enfin avec trop peu de kilomètres. Parce qu'en général, les problèmes arrivent dès le début. On m'a toujours dit ça et je l'ai confirmé, parce que en plus, j'étais pas du tout pro KTM. Parce que j'avais déjà une KTM 640 LC4 que j'ai malheureusement accidentée, mais en cours de restauration depuis des années. Et pareil, un mono, et j'ai juste fait, je crois, la bielle à 70 000 km. Donc j'ai commencé à entendre un bruit de roulement, et donc j'ai aucune casse, quoi. Donc j'ai pas été jusqu'à la casse. J'ai remplacé, j'ai remonté, bon, je l'ai accidenté 1000 km après. Et pourtant à l'époque c'était pas fiable, surtout celui-là, il y a le bloc moteur qui se fissure au niveau de la distribution, ça fait une fuite d'huile, enfin c'est pas bien grave, mais voilà, ça fait pas bonne image, quoi, on va dire ça comme ça. Mais sinon oui, la fiabilité c'est un peu, le KTM c'est un peu, soit on a une bonne, soit on a une mauvaise, c'est pour ça qu'il vaut mieux acheter une un peu kilométrée, qui a au moins je dirais 30-40 000 km, parce qu'en général les pannes ont été pris en espérance ou garantie. Où je veux dire, c'est le premier propriétaire qui s'en est occupé, je veux dire. Mais c'est beaucoup les problèmes électroniques. Enfin, je connais moi de la Super Duke parce que bon, je connais un peu l'historique maintenant que je l'ai depuis 3 ans. Sur les groupes, les pannes que je vois passer, c'est beaucoup les V3, donc la génération à partir de 2020. La 1390, ça je ne sais pas encore, c'est trop récent, mais beaucoup de problèmes électroniques essentiellement. Mécanique, c'est quand même très rare. Et les plus fiables au final, apparemment, c'est la première version. Ce qui va un peu à l'encontre, en général, c'est souvent la première, la moins fiable. Mais oui, c'est des problèmes de radiateur, des roulements de roues qui, quand on nettoie trop souvent à l'eau, qui prenaient l'eau et vu qu'il n'y avait pas de trou pour libérer l'eau qui pourrait s'accumuler, ça accumule dans les roulements, donc les roulements grippent et il y en a qui vont trop loin, donc il y a le disque qui force. Enfin, en général, on le sent, mais il y en a qui vont vraiment trop loin, donc il faut changer les moyeux et tout. Là, ça coûte vite très cher. Mais non, c'est des petites pannes ou des petits défauts qui fait à temps, et quand on en a conscience, c'est pas coûteux ou c'est très simple à corriger, mais si on laisse traîner vraiment trop longtemps, peut en générer, comme les tendeurs de distribution, si on entend qu'elle claque au ralenti, on laisse comme ça au démarrage, et un jour la chaîne saute et là on fait au minimum une soupape, voire une culasse complète, quoi. Donc oui, sinon, vu que je n'ai pas eu grosse panne, je ne vais pas dire, mais de l'expérience que j'ai vue, c'est surtout électronique, quoi. C'est surtout ça. C'est une idée qui date d'il y a quand même assez longtemps, avant même que je pense les premiers road trips, où
un peu comme tout le monde, on a envie de faire un peu tous les déplacements en moto. Et pour voyager, comme je disais, dans les top case valises, déjà je trouvais ça moche, tout court. Je les trail niveau esthétique. Je comprends le confort qu'il peut y avoir avec un trail, mais même quand j'en essaye, il n'y a rien à faire. Je préfère avoir moins de confort, mais un truc qui a un caractère moteur ou comportement châssis qui me plaît que d'avoir. Mais du coup, c'est pas prévu pour mettre top case. D'ailleurs, sur celle-ci, quand je voyage, je peux en mettre, mais j'ai dû faire tout moi-même, tous les supports, parce que ça n'existait pas. Et malgré tout, vu que c'est plein de petits volumes, donc même quand j'ai à peu près 100 litres de volume avec mes valises top case, et j'ai remarqué quand j'ai fait la remorque avec ce caisson-là, donc pas avec celui d'origine qui fait 200 litres, je crois, là j'ai 100. Même avant, j'avais 80 litres au début, le premier caisson que j'avais mis dessus, qui était du coup moins haut. Et je voyais que j'étais aux 3/4 rempli, alors que j'étais full au niveau de mes top case, alors que j'ai 20 litres de moins, quoi. Parce que vu que c'est un seul grand volume, on sait mieux coincer les choses et tout. Donc déjà à ce niveau-là, c'était pratique. Mais ça a ses défauts aussi, donc c'est plus instable. Il faut s'y faire la conduite surtout. Il faut vraiment plusieurs centaines de kilomètres à chaque fois qu'on la remet pour se réhabituer. Et une fois qu'on y est, après on l'oublie. Je sais quand je suis habitué, enfin que je me suis habitué vraiment au comportement de la remorque, c'est quand je commence à regarder tout le temps dans le rétro pour être sûr qu'elle est toujours là en fait. C'est à ce moment-là que je sais que, que là je peux y aller, je suis en confiance. Les petits mouvements parasites, enfin petits ou parfois un peu brutaux, quand on roule, je veux dire, de manière à rythme tout à fait normal, cool, c'est plutôt à basse vitesse. Là, on sent une résistance dans la direction où la moto qui ne veut pas vraiment s'incliner, il ne faut pas avoir peur vraiment de la tirer dans les épingles. Mais une fois qu'elle est tirée, c'est que parfois elle a tendance à pas un peu emporter, mais c'est un peu ce comportement qui va une fois dans un sens, une fois un peu dans l'autre, qui va un peu s'y faire. C'est ça ce qui est un peu surprenant, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un retour un retour dans le guidon. En moto, on n'a pas ça en voiture, on peut avoir ça, mais pas en moto, quoi. Donc c'est ça qui est un peu surprenant. Mais oui, puis après c'est à haute vitesse où il faut changer sa façon de piloter aussi. Où j'ai tendance à être plutôt sur l'avant de la moto, toujours avoir les jambes bien collées au réservoir pour empêcher la moto de bouger. Donc c'est surtout plus au moment de la vitesse en fait. Et en virage, des virages rapides où là il faut la serrer pour que s'il y a un petit trou dans la route ou quoi, elle ne commence pas un mouvement et qui entraîne la moto. Bon, je pense pas que ça peut engendrer jusqu'à la chute, hein, mais c'est une question d'habitude et une fois qu'on y est, on n'y prête même plus attention, quoi. Je crois que je fais pas loin des 4 mètres là, de longueur. Et jusqu'à maintenant, combien j'ai fait 30-40 000 km, je crois, à peu près comme ça, avec l'ensemble. Donc là, en un peu plus de 2 ans et demi, ça m'arrive une fois, une toute petite rue en descente qui n'était pas prévenue à l'avance, qui était fermée, très étroite. Donc en largeur, elle était de la même largeur que l'ensemble. Et vu que c'était en pente, j'ai tourné et je ne savais même pas descendre de la moto pour lever et tourner la remorque parce que quand je béquillais, la moto ne tournait pas. Donc j'ai galéré 5 minutes à faire demi-tour, mais c'est la seule et unique fois que ça m'est arrivé, quoi. Donc même si on est à deux, l'autre il lève la remorque, il la tourne, c'est assez simple. Ici, je crois que j'avais mesuré l'année passée, mon bac est un peu plus petit, mais j'ai à peu près le même chargement. Je suis à peu près avec la moto, avec le plein, à peu près à 280 kg l'ensemble. Et si je rajoute top case valise, à peu près un petit 300. Quoi. Et quand moi je suis dessus, j'arrive à la masse maximum autorisée sur la moto. Parce que bon, évidemment avec la remorque, c'est aussi niveau réglementation, c'est toute une histoire, c'est très compliqué. La base de la remorque Whippy est considérée comme, le fabricant à l'époque l'a considéré comme un accessoire bagage moto. C'est pour ça qu'il n'y a aucune plaquette d'identification ou quoi que ce soit. Donc ça simplifie les choses, c'est pas une remorque en gros, légalement je veux dire. Donc à ce niveau-là, il y a ça. Mais dans certains pays, il paraît qu'en Espagne c'est interdit, tout court. En Italie c'est autorisé pour les étrangers. Alors, je ne sais pas, alors qu'une Goldwing qui est, elle, sur papier autorisée d'en avoir une, est-ce qu'elle peut, enfin je ne sais pas, c'est très flou. En Belgique, je ne sais pas. En France, il y a un poids maximum de, je crois, 80 kg pour la remorque. Et elle ne peut pas dépasser je crois, un tiers du poids de moto plus pilote. Et il ne peut pas être freiné aussi. Parce que dès que c'est freiné, là il faut d'office, même c'est pas une histoire de permis, enfin c'est compliqué, quoi. Il y a du tout et de son contraire, donc c'est un peu compliqué. Moi j'ai jamais été ennuyé, donc ils sont plus amusés qu'autre chose quand ils volent ensemble, ou alors ils l'ignorent complètement, mais c'est ça que oui, ça n'a pas de... Et puis vu qu'on ne dépasse pas le poids maximum autorisé, c'est comme un passager au fait, hein, à ce niveau-là. Ça c'est vraiment la chose à laquelle je n'avais pas pensé du tout. Parce qu'en Belgique, il faut bien dire, on a un caractère un peu différent, c'est plutôt tout le monde qui se fout un peu de ta tronche au début.
jusqu'au moment où tu leur fais les freins, où tu les passes en sortie de virage. Et là, ça change, c'est toujours amusant. Et du coup, parfois, on le cherche un peu aussi, il faut le dire. Mais ouais, dans les premiers voyages que j'ai fait, j'avais déjà fait 2 fois la route des Grandes Alpes avec ma petite SV 150. Là, c'est vrai qu'on passe plutôt plus ou moins inaperçu, quoi. Et ça, c'est vrai que je ne l'avais pas pensé en voyageant en plus seul. C'est vrai que les gens viennent plus vite aussi discuter que quand on est en groupe. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je m'arrête, il y a un attroupement autour. Donc, oui. Bah, c'est chouette aussi, ça permet aussi voilà, de discuter avec les gens. C'est un peu ça le principe aussi quand on voyage, c'est pas juste de voir des paysages ou s'amuser sur les routes, je veux dire. Et c'est vrai que du coup, bah, ça passe mieux aussi un peu avec tout le monde. Les gens sont moins. Quand on est dans des zones avec beaucoup de vélos, ou on te laisse passer plus facilement dans la circulation aussi, parce que ça amuse les gens. Donc moi, je trouve ça, oui, c'est pas plus mal. Ah, justement, je trouve que c'est même mieux, à part quand on doit se rabattre parce qu'on est plus long, mais qu'une moto avec les valises, évidemment. Comme par exemple les nouvelles 1190 ou 1290 avec l'échappement qui est énorme qui est là et la valise commence seulement là, donc on fait genre 1,10 m de large. Et quand j'ai voyagé, la première fois que je suis parti en road trip d'ailleurs, je pense que c'était avec celle-là et un ami, ben dans les cols très étroits, je crois que c'était dans le col de la Madeleine, de la Colombière, dans la Madeleine je pense en montant, côté est là, ben, lui qui en plus jamais parti en montagne, ben, il devait presque s'arrêter quand on croisait une voiture parce qu'il avait peur de toucher avec les valises, alors que moi je pouvais. Ben, c'est le guidon quoi, qui est le plus large. Et quand on tourne, mais la remorque suit plus ou moins le passage de la roue arrière de la moto, donc on n'a pas vraiment de déport ni quoi que ce soit. Ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas me cantonner à une discipline. J'ai commencé au début, avant d'avoir le permis, comme tout le monde, je roulais dans les petits chemins à gauche, à droite qui traînaient autour de la maison. Et puis à un moment, on se dit, une fois, on a risqué de se faire choper. Et on se dit, bon, on va passer le permis. Et là, on dit, on va faire les choses dans les règles. Et puis j'ai commencé avec un support motard, donc la 640. Et puis j'avais fait un peu de cross, motocross, voilà. Et j'ai jamais su me cantonner à une seule discipline, j'ai fait un peu de tout, donc c'est un univers un peu ouvert sur la moto. J'avais essayé un peu la piste, puis j'ai laissé de côté. Et puis ici, il y a 3 ans, j'ai repris la piste et j'ai même fait quelques courses aussi, en classique. Mais oui, road trip, et je sais pas me cantonner à une discipline. À un moment, quand je fais un peu trop de l'un, je repasse sur l'autre, et voilà quoi. Bon, à part le motocross que je sais pas faire, parce qu'en Belgique c'est fini, il n'y a plus de circuit. C'est diabolisé à un niveau extrême, encore bien plus qu'en France. Il y a vraiment, c'est plus possible. Donc j'ai 2 motos là, qui me servent à rien d'ailleurs. Mais ouais, mais quand j'ai découvert le voyage assez récemment, c'est la discipline, je veux dire, que j'ai découvert le plus récemment. Surtout les road trips comme ça, en partant avec rien, c'est se rendre compte qu'on n'a pas besoin de grand chose pour faire, des aventures qui sont parfois plus intéressantes que des choses qu'on va devoir débourser des sommes extraordinaires ou aller à l'autre bout du monde, alors qu'en fait il suffit de pas aller très loin, quoi. Donc comme on voit comme les Français qui vont commencer à voyager partout aujourd'hui, mais quand vous avez déjà fait le tour du pays, en France, il faut déjà quelques années pour faire tout le tour. Et je voudrais commencer par là, parce que le pays, c'est vrai qu'il est extraordinaire à ce niveau-là. Enfin, en tant que Belge, on n'a plus envie de rouler en Belgique, une fois qu'on est parti en France. Donc ouais, moi c'est voyager, la découverte, aussi bien des gens que du pays. Mais c'est quelque chose que je commence vraiment seulement maintenant à prendre conscience, quoi. Mais de profiter avec le minimum de budget, je veux dire, un peu cette philosophie oui, qui n'a pas besoin de mettre des sommes énormes ou d'avoir absolument la moto la plus performante pour s'amuser. Au contraire, l'exemple que je trouve le plus marquant, c'est sur piste. Quand on voit les gens qui viennent à des track day avec des Panigale, des R1, et qui roulent dans des catégories intermédiaires même, et là, bon, qui n'osent pas. Parfois, ils pourraient avoir le niveau, mais ils n'osent pas parce qu'ils ont peur de l'abîmer. Mais pourquoi la moindre chute, tu sais que c'est 10 000 €. Donc, pour une bête chute de l'avant, une bête glisse, moi, je roule avec ma GXXR SRAD 99, là, qui j'ai acheté 1 100 €, et je roule dans les catégories, enfin dans les circuits dans les plus élevés, avec des pneus, mon pneu avant il a 15 ans quoi. Mon slick avant il a 15 ans quoi, et je roule dans. Je suis pas loin d'un pilote, mais voilà, je suis dans des roues correctes quoi, donc ouais, c'est un peu ce principe-là, qu'il n'y a pas besoin de se. Comment dire, il n'y a pas besoin d'avoir absolument un niveau minimum pour s'amuser, quoi, ou profiter. Et moi j'ai commencé très tard la moto, vraiment
Je crois que j'avais 17-18 ans. Et j'avais une KLX 300, donc le monocylindre 300 4 temps, qui est un peu, qui date, je crois, les premières des débuts des années 90, je pense, qui est équivalent un peu de la KDX 200, mais en 4 temps. Et ouais, celle-là m'a même marqué parce que c'est là que j'ai commencé, où j'ai commencé un peu à explorer à gauche, à droite, mais j'avais pas le permis à l'époque. Donc c'est là que j'ai un peu goûté au tout-terrain parce qu'elle avait des pneus déjà cross dessus quand je l'avais acheté. Mais et après j'ai eu la KTM 640 avec laquelle j'ai roulé quand même un paquet de temps aussi. Et mais voilà, c'était ouais, une bonne moto, un peu pour tout faire, mais bon, c'est pas la plus pratique non plus. Il faut avouer, ça vit beaucoup, vraiment beaucoup aussi. Le kick à gauche, c'est une catastrophe parce que le démarreur, si on la démarre 4 fois d'affilée, il n'y a plus de batterie. Hein. Un monocylindre comme ça, non. Mais sinon, celle qui m'a marqué, c'est celle après que j'ai acheté la SV 650. Que j'ai racheté alors que j'avais déjà eu des motos plus puissantes, mais malgré que j'ai celle-là, je roule tous les jours pour aller au boulot, c'est avec celle-là que je vais travailler. Pareil, fiable, hyper maniable. Le seul gros défaut, c'est le confort de la selle. Et pour les personnes de ma taille, on a un petit peu les jambes un peu fort pliées, quoi. Mais, non, les deux m'ont marqué, c'est la SV et celle-là, la KTM, qui m'ont vraiment le plus marqué. Et j'en ai pas, entre les deux, j'ai eu la MT-09 et c'est tout. Je n'ai pas eu plus de motos que ça, donc j'ai tendance à beaucoup acheter, mais j'en revends pas beaucoup. Donc voilà. Il y en a un peu dans chaque, dans chaque discipline qui me plaisent bien. La nouvelle 1390, je l'ai essayé. Ça, c'est hallucinant, le châssis et tout. Ça, et les freins, ça m'a vraiment surpris. On voit que le châssis, c'est l'ancien châssis de la RC8, hein, parce qu'ils disent que c'est nouveau, mais en fait ça a déjà 15 ans. Ils ont juste remis le moteur dedans, voilà. Mais sinon, en fait, quand on regarde bien, c'est le même châssis. Et c'est vrai qu'elle est impressionnante, comme elle est facile, hyper précise. On se sent tout de suite vraiment en sécurité, avec un confort moins bon que celle-ci. Celle-ci est la plus confortable de toutes, apparemment. Mais le bon compromis sportivité, même au quotidien, je pense que ça peut être utilisable. On a une position beaucoup plus sur l'avant. Mais par contre, le moteur, ça c'est un peu décevant. Malgré qu'il est plus puissant, il est linéaire, mais il a perdu son caractère qu'a celle-ci. Il n'y a pas ce regain de puissance, par exemple, vers 7000 tours. Là, on dirait comme si on avait un système VTEC là, presque, où le moteur s'emballe vraiment. C'est fort lissé, parce qu'avec leur système Shift Cam qu'ils ont mis, je crois que c'est ça qui... Mais sinon, là, je pense, si je devais m'en acheter une, vraiment, concrètement, je serais tenté, c'est par la Cove 800X. Juste aussi pour un peu emmerder ceux qui sont contre les Chinoises. Je veux dire, de toute façon, toutes nos motos sont quand même faites en Chine, ou tout en dessous de 900 cm3, en général, sont déjà faites en Chine, ou les pièces viennent de Chine, donc ça ne change pas grand-chose. Tout ce que j'ai vu les essais, c'est le poids surtout qui m'a attiré. C'est que, à ce que j'ai entendu, c'est pas un moteur KTM comme CF, où c'est clairement parce que CF qui fait le moteur KTM de 7 cylindrées, mais c'est des ingénieurs de chez CF qui sont été chez Cove, et donc c'est pour ça que le moteur est quasi identique au niveau course, puissance et tout ça. Mais par contre, elle fait 25 kg de moins que et je crois à peu près 20 kg de moins qu'une T7. Et moi, c'est le poids, le tout-terrain, il faut que c'est léger, quoi. Enfin, pour faire du vrai tout-terrain, je veux dire vraiment presque enduro, je veux dire. Un trail, mais pas pour faire des chemins comme ici, où je veux dire, la GS est très bien pour ça, quoi. Mais voilà, pour faire du vrai, pouvoir faire du off-road, un peu de franchissement. Donc je serais tenté, mais trouver des revendeurs pour faire des essais, c'est encore assez compliqué. En Belgique, il n'y en a pas beaucoup, donc j'aimerais bien par la suite faire un essai, voir si c'est vraiment celle qui, là, concrètement, que je pourrais acheter. La prochaine, ce serait ça. Ouais. Et si tu avais un budget de limite? Ça, c'est... Pour l'avoir vu en vrai il y a 2 semaines à Francorchamps, qui m'a déboîté, la H2R. C'est vrai que c'est impressionnant, surtout à mon avis quand il y a un bon pilote, parce que là il m'a fait peur parce qu'il m'a fait les freins, mais je suis presque rentré dedans parce qu'il me coupe. Mais à l'accélération, avec un 600, j'ai l'impression d'avoir une 125. C'est sur piste, hein. Donc c'est hallucinant, la vitesse ça part, le bruit. C'est vrai que si j'avais, même pour l'avoir dans mon salon presque, un peu comme boiserie, là, ce serait à peu près pareil, ouais, ce serait celle-là je pense. J'ai pas vraiment comme ça d'autres idées.